Mais pour l'instant, on se pose la question de savoir si les urgences vont tenir plutôt que dire ils vont craquer. Avec ce matin Pierre Choueptellier qui est urgentiste, infirmier urgentiste. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez pris sur vos heures de vacation pour venir nous voir. De vacances. De vacances, tant mieux. Écoutez, on vous les souhaite aussi. Et au téléphone avec nous le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation médicale à la Riboisière à Paris. Bonjour professeur Megarban. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler de l'expérience de Pierre Choueptellier qui est toujours sur le terrain, mais comme vous l'êtes d'une certaine manière aussi, puisque vous êtes en charge de la réanimation. Professeur Megarban, moi j'ai du mal à comprendre réellement les chiffres de cette pandémie. Ça a beaucoup varié et on joue sur tellement de paramètres différents qu'on ne sait pas où on en est réellement. La quatrième vague, est-ce que c'est une vague qui est terrible comme on l'annonçait, ou est-ce que c'est terrible uniquement pour les hôpitaux et pas tellement pour la population ? Alors vous avez raison, effectivement, il y a des raisons suffisantes pour, on va dire, confondre les indicateurs. Oui. En fait, aujourd'hui, l'épidémie progresse. D'accord. Et donc, effectivement, le nombre de cas de contamination augmente. Alors, il faut savoir qu'il y a une quinzaine de jours, il augmentait de façon exponentielle avec un doublement du nombre de nouveaux cas de contamination tous les 5 jours. Oui. Oui. Aujourd'hui, il y a un certain ralentissement de cette progression puisque ça ne double plus que tous les 10 jours. Dû à quoi, selon vous ? Aux mesures ? Par analogie en fait à ce qui s'est passé au Royaume-Uni, on s'attend même à une régression, donc un pic qui serait atteint pour les contaminations vers la mi-août, puis une régression des cas de contamination. Alors excusez-moi, il y a plusieurs explications. Voilà. Plusieurs explications pour cette régression. Très clairement, peut-être une reprise de conscience de la présence de l'épidémie avec un meilleur respect des mesures barrières, mais surtout c'est que aujourd'hui les contaminations se font essentiellement parmi les jeunes non vaccinés. Oui. Donc lorsque le virus entre dans un groupe de jeunes qui a beaucoup d'interactions entre les différents individus, une fois que les personnes qui n'étaient pas vaccinées sont contaminées, le virus va se heurter au vaccin, à l'immunité qui en résulte, ainsi qu'à l'immunité naturelle d'ailleurs acquise à la suite d'une infection antérieure, et puis il va avoir du mal à avancer. Et donc la vitesse de contamination va se réduire. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne peut pas, à l'occasion de chaînes de contamination qui sont actuellement un peu rompu à cause des vacances, se propager au retour des vacances vers d'autres populations, notamment des personnes plus âgées qui ne seraient pas vaccinées et qui pourraient être infectées. Donc, oui, mais Bruno Megarban, excusez-moi de vous interrompre, mais ça contredit quand même l'idée le fait avéré que le variant Delta est pourtant beaucoup plus contagieux que les précédents variants. Oui, ça c'est tout à fait avéré. Effectivement, le variant Delta est 1,5 fois plus contagieux que le variant britannique. Ah, c'était 3 fois. Ah oui, d'accord. Non, qui est lui-même 2 fois plus contagieux que le variant. En tout, ça fait 1,5 fois 2, ça fait 3. Bon calcul. Et donc effectivement, le variant Delta est 3 fois plus contagieux que le variant initial. Et donc, bien sûr, il est plus contagieux, mais en fait, nous avons la vaccination qui est désormais complète chez plus de la moitié de la population. Oui. Et donc, cette vaccination sert de rempart pour limiter la progression de l'épidémie, mais surtout, et c'est ça l'intérêt, limiter les cas graves qui arriveraient à l'hôpital ou en réanimation. Et de fait, en fait, plus on va monter l'immunité vaccinale dans la population, et plus l'éventuelle avancée des contaminations va se heurter à la vaccination et donc ne va pas se traduire par une augmentation des personnes venant à l'hôpital. D'accord, ce qui est important. C'est ça ce que l'on cherche, évidemment. Ce qui est important, c'est ce qu'on cherche depuis le début, effectivement, à préserver au maximum les services hospitaliers pour ne pas qu'ils soient débordés. Alors, on est avec en studio Pierre Choueptellier. Je vous le disais, il est infirmier aux urgences à l'hôpital Beaujon de Clichy, toujours en région parisienne. Dites-moi, Pierre, est-ce que vous avez ce sentiment que le personnel hospitalier est bien protégé ? Vous, par exemple, votre boulot, c'est quoi aux urgences ? C'est d'être l'aiguillage de ceux qui arrivent dans les services ? Tout dépend de mon poste au niveau des urgences, mais oui, il y a l'infirmier d'accueil et d'orientation qui est censé orienter et à peu près évaluer le degré de dangerosité ou le degré d'urgence, en tout cas, du patient. Et après, suivant les postes où on travaille, on a différentes
D'accord. Différents postes. Mais Oui. Alors, à quoi vous assistez aujourd'hui, compte tenu de la situation face au Covid? Est-ce que aujourd'hui, en région parisienne, qui est une région extrêmement touchée, hein, on va dire pour l'épidémie, est-ce que vous assistez à une recrudescence en fait des entrées de Covid+, de personnes contaminées par le Covid? pour l'instant, on n'a pas une augmentation exponentielle de patients contaminés du Covid comme on a pu le voir sur les 3 premières vagues. Après, c'est une situation qui est très propre à Paris, qui n'est pas du tout la même dans les autres urgences, notamment dans le sud de France. Oui, pourquoi? Là, ils ont une augmentation parce que forcément, c'est les endroits où tout le monde part en vacances, donc il y a une augmentation du nombre de contaminations. Et le problème, c'est que c'est dans ces régions-là, comme le disait le professeur, on a des urgences qui ne sont pas adaptées à un tel nombre de populations. Je veux dire, on a des endroits où la population est multipliée par 10 pendant les vacances. Donc forcément, les urgences à côté ne sont pas multipliées par 10. Oui, bien sûr. Donc on a et même plutôt sur des lieux où les urgences ont des petites capacités, évidemment, sur les lieux de vacances. Tout à fait. Quand vous demandez la question, est-ce que les urgences vont tenir, le problème, c'est qu'il y a énormément d'urgences qui aujourd'hui ferment pendant l'été. On n'en est plus à savoir si on va tenir ou pas. C'est comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui en France, tout le monde paye ses impôts, qu'on n'a pas accès aux soins. On ferme l'accès aux soins, là. On a l'habitude à l'hôpital tous les étés d'avoir une diminution de l'offre de soins. Diminution du nombre de lits, parce que les gens partent en vacances. Ça se reporte pas sur le littoral, sur les lieux de vacances? Enfin, je veux dire, il n'y a pas une sorte de migration du personnel vers des lieux de réception du tourisme? Quand le personnel de Paris part dans le sud, c'est pour ses vacances. Il n'y a pas de vacataires, il n'y a pas de saisonniers de la santé dans les hôpitaux. Il y a des vacataires, mais en fait, les vacataires, ça fait 1 an et demi qu'on fait appel aux vacataires et que ça fait 1 an et demi qu'il n'y a plus de vacataires à l'hôpital. Il n'y a plus de personnes à l'hôpital. Il manque plus de 20 000 infirmiers sur les établissements français hospitaliers sur le territoire. Je veux dire, je peux faire la liste des urgences, mais je veux dire, sur tout le territoire, vous avez des urgences qui vont fermer. Sur tout le territoire. On est déjà craqué. On a déjà craqué. Donc, de dire est-ce que l'hôpital va craquer, c'est déjà fait, quoi, pour vous? À partir du moment où on est obligé de fermer, il y a plus d'une dizaine d'urgences qui ferment sur le territoire. Et c'est pas des petites urgences. Vous avez les urgences de Laval qui ferment de nuit. Enfin, on n'est pas sur des toutes petites urgences qui font du 10 ou 20 passages par jour. On est sur des grosses urgences, certaines, qui ferment. Alors, donc là, on a déjà dépassé le cap. Professeur Bruno Megarbane, d'abord, la première question que je me pose, à entendre ce que nous dit Pierre, s'il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation de l'épidémie et les entrées aux hôpitaux, ça veut dire que ce variant est moins dangereux, c'est-à-dire qu'il amène moins les gens vers l'hôpital? Non, pas du tout. Le variant Delta a la même dangerosité que les variants précédents. En fait, les variants gagnent en risque de contagiosité. Oui. Par contre, leur virulence propre reste la même. C'est-à-dire, pour un individu donné, le fait d'être contaminé par le variant alpha, bêta, gamma, delta ou je ne sais lequel, se traduit par le même risque de faire une maladie asymptomatique, une maladie bénigne, voire une maladie grave ou mortelle. Parce qu'on a dit on a dit que pour le variant Delta, les complications, c'est-à-dire l'entrée aux urgences et l'entrée en réanimation, qui est évidemment le stade malheureusement ultime, est moins avérée que pour les variants précédents. C'est-à-dire comme s'il perdait de sa nuisance. Non, ceci n'a pas du tout été démontré. C'est une légende. Simplement, effectivement, le variant Delta atteint aujourd'hui essentiellement des populations jeunes car non vaccinées et de fait, les jeunes font des formes moins graves. Le risque d'aller en réanimation pour un jeune est beaucoup plus réduit que si c'était une personne plus âgée avec des comorbidités. Donc effectivement, c'est ce que vous décrivez, c'est en fait la décorrélation entre la contamination et l'infection grave qui est en fait apportée par la vaccination. Donc aujourd'hui, seules les personnes jeunes non vaccinées se contaminent. Alors c'est vrai que le risque d'aller à l'hôpital est moindre. Néanmoins, si le nombre de contaminations augmentait, mathématiquement, le nombre de personnes devant aller en réanimation augmenterait. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été traduit par mon collègue tout à l'heure. Effectivement, dans certaines zones, il y a beaucoup de contamination. Eh bien, on commence à sentir une certaine pression sur les hôpitaux, mais malgré tout, sur l'ensemble du territoire, le nombre de patients admis aux urgences et réanimation augmente. C'est le cas, par exemple, en région parisienne, même en plein mois d'août, ça augmente. Le risque, en fait, c'est au moment du retour des vacanciers vers les grandes agglomérations, là où restera un certain nombre de personnes plus âgées avec comorbidité qui ne sont pas parties en vacances et qui ne sont pas vaccinées, eh bien les jeunes pourraient les contaminer et à ce moment-là, évidemment, on verrait une vague hospitalière plus importante. Pierre Chouop-Tellier, vous me disiez tout à l'heure, j'ai pu venir en studio parce que je suis en vacances. Est-ce qu'il y a un allègement, par exemple à Paris, des services hospitaliers, du personnel au moment du mois d'août?
tous les étés, on a des fermetures de lits. On a des fermetures de lits pour permettre aux médecins et au personnel soignant d'aller prendre leurs vacances. Le problème, c'est que là, on n'est plus sur de la fermeture de lits liée aux vacances. C'est que là, on est sur de la fermeture de lits liée à un manque de personnel. Oui. Et là, on est en train de récupérer un peu des jours de vacances à tous les personnels, oui, parce qu'il n'y a plus assez de monde pour faire tourner les services. Bon, écoutez, on espère qu'il y ait suffisamment de monde quand même pour traiter ceux qui rentreront pour le Covid. On se retrouve dans une minute pour cette question d'été, Marine, autour de nos hôpitaux et de savoir s'ils vont craquer pendant les vacances. Vous avez un petit sondage Twitter. Ça a bougé ou pas du tout du côté des tweetos, nos auditeurs? On reste toujours autour de 70% d'auditeurs. D'optimistes? Ouais, d'optimistes qui nous disent que non, les urgences. C'est les vaccinés, ça, sans doute. Merci. Allez, on se retrouve dans une minute pour étudier cette question. Sur les routes de l'été en direction du Périgord, dans quelques dizaines de minutes, on se pose une question d'été qui hante tout le monde, évidemment, à l'approche du mois d'août. Nos hôpitaux vont-ils craquer? Dû au Covid, sans doute, bien évidemment. Eh bien, pour y répondre ce matin, nous sommes avec Pierre Schwab-Tellier, qui est infirmier urgentiste à l'hôpital Beaujon à Clichy, dans le 92. Et nous sommes au téléphone avec le professeur Bruno Megarban, qui est le responsable des urgences de la réanimation, médicale à l'hôpital Lariboisière à Paris. Alors, Pierre Schwab-Tellier, on parlait tout à l'heure, en fait, de cette désaffection, en fait, des services, peut-être des fermetures, peut-être du personnel qui manque, encore plus au moment de l'été, parce que si on réfléchit, en fait, au fait que nos hôpitaux vont craquer, si on réfléchit au fait qu'ils vont être débordés, il y a deux données. Il y a le plus et le moins. Le plus, c'est le plus de patients, de malades, évidemment, et ça, il y a des manières d'influer là-dessus. C'est dû à la 4e vague. Lié à la 4e vague. Et puis, il y a le moins du personnel. Vraiment, quand ça se croise, plus de patients, moins de personnel, forcément, ça craque. Là, on ressort quand même de 1 an et demi de pandémie. Pendant cette année de pandémie, il faut se rappeler quand même que pendant presque 6-8 mois, il y a certains patients qui ne sont pas allés consulter aux urgences. Ces patients-là, leur pathologie qui était à l'origine aurait pu être prise en charge, sont devenues des pathologies lourdes et complexes. Tous ces patients-là, on est encore en train de les traiter. Parce qu'il y a eu une dégradation de l'état de santé de ces patients. On a arrêté d'accueillir des patients hormis le Covid à l'hôpital pendant près de 6 mois. On n'a fait que du Covid à l'hôpital public en tout cas. Donc alors on sait que plus les maladies en général sont prises tôt et mieux on les soigne. Tout à fait. Donc là, on est en train de faire un rattrapage sur toute cette population-là. Ce rattrapage-là, il est très lourd et on a énormément de mal à le faire. Et surtout, c'est que la population, elle est encore plus précaire qu'avant, donc elle met encore plus la question de la santé dans un second plan. Donc ils arrivent vraiment dans un niveau où on a des patients extrêmement lourds actuellement. On a une fréquentation qui est en très nette augmentation, même sans parler Covid. On a une augmentation du nombre de passages comparé à ce qu'on avait pu avoir l'année dernière pendant la pandémie. Là, actuellement, on voit qu'on n'est plus trop sur un plan pandémique. On reprend notre schéma de fréquentation habituelle comme on pouvait avoir en 2019. Et qu'actuellement, les urgences, on est sous-doté, on n'a plus de personnel. Énormément de personnel sont partis l'année dernière, tellement que pendant près de 6 mois à la PHP, on a interdit les mutations et les mobilisations et les départs de professionnels parce qu'on n'avait plus les moyens de les remplacer. Aujourd'hui, il y a énormément de départs en vacances. La seule solution qui reste, c'est de fermer des services et des lits. Les premiers à payer la conséquence, c'est les patients, très clairement. Bien sûr. Professeur Megarban, on se pose une question quand même autour des urgences. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas le fait que c'est une 4e vague de multipathologies et pas seulement de Covid à laquelle on assiste si on écoute Pierre Schwab-Tellier? Et ensuite, est-ce que c'est pas dû aussi à la mauvaise habitude des Français qui, évidemment, à cause de la désertification médicale, ont du mal à avoir des rendez-vous chez leur médecin traitant, vont se rendre aux urgences au moindre bobo, surtout dans des périodes anxiogènes comme celle-ci? Alors, tout d'abord, effectivement, je souscris totalement à ce qu'a dit l'infirmier des urgences concernant le personnel soignant. Malheureusement, il y a une désertification de l'hôpital public pour différentes raisons qu'il a évoquées. Et aujourd'hui, en raison du manque de personnel, l'administration hospitalière ne peut que fermer des lits suite au départ de soignants. Ça sert à rien d'avoir des lits s'il n'y a pas quelqu'un autour, c'est ce que vous dites en fait. C'est ça la catastrophe, c'est que nous payons 20 ans de fermeture, d'absence de valorisation des carrières, de salaires médiocres, et donc à un moment effectivement où le personnel est épuisé suite à cette épidémie, il y a beaucoup de départs, et notamment d'infirmiers qui veulent changer totalement de profession. Oui.
La crise, c'était un peu la goutte qui fait déborder le vase. Voilà, le révélateur d'un hôpital en très grande misère depuis plusieurs années. Alors effectivement, aujourd'hui, on assiste à un démarrage d'arrivée de patients Covid vers l'hôpital. Pourquoi ? Parce que effectivement, lorsque l'on a une forme grave aiguë de la Covid, on a une forme respiratoire. Oui. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire, en fait, on va manquer d'air, on va avoir du mal à respirer. Et donc, effectivement, on ne peut que aller à l'hôpital chercher de l'oxygène. Regardez toutes les images qui venaient d'Inde, de Tunisie. Ce sont des gens qui, s'ils ne reçoivent pas immédiatement de l'oxygène, sont en asphyxie aiguë. C'est-à-dire, ils vont se voir mourir. On se noie, c'est terrible. C'est terrible, évidemment. Donc, la personne ne peut que venir à l'hôpital. Et c'est ça qu'il faut répéter à toutes ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Bien sûr, ils ont le droit de ne pas le faire, mais ils ne peuvent pas dire que c'est une liberté qu'ils vont pouvoir garder jusqu'au bout. Car le jour où ils seront atteints, le jour où ils auront une infection, eh bien, ils sont obligés de venir et se faire soigner à l'hôpital. Oui, mais professeur Megarban, est-ce que, pour en revenir à cette désaffection du personnel hospitalier, est-ce que les mesures, je dirais, pour la vaccination massive, notamment du personnel médical, n'ont pas en plus entraîné des départs anticipés, dirais-je ? Alors, on va dire, pour le moment, ça n'est pas le cas, mais il est possible effectivement qu'à la mi-septembre, il y ait un certain nombre de personnes, à mon avis extrêmement rarement, mais c'est peut-être possible, de personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner et qui décident de quitter leur poste. Même si c'est peu, ce sont des voix qu'on entend quand même. Hein, tout à fait, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a, comme toujours, on va dire, on exagère un tout petit peu l'importance des minorités. Je crois que la très très grosse majorité du personnel soignant c'est soit déjà fait vacciner, soit même si elle hésitait un tout petit peu, ira se faire vacciner dans les temps pour poursuivre son travail. On a tous une vocation, une mission de santé publique de soigner les patients. Et donc évidemment, il n'est pas question de les contaminer et de leur donner une maladie potentiellement grave ou mortelle. Mais moi, je ne plaide pas pour le licenciement, bien sûr. Des personnels qui ne refuseraient la vaccination. Par contre, évidemment, une réaffection au sein de l'hôpital dans des tâches où ils ne sont pas directement en contact avec les patients, si cela est possible. Mais peut-être qu'effectivement, on sera dans l'impossibilité de le faire. Eh bien, ces personnels devront être extrêmement prudents, porter un masque en permanence. Et malheureusement, ils prendraient malgré tout un certain risque de contaminer les autres. Et c'est pourquoi il faut bien savoir que la vaccination, notamment des jeunes, a pour objectif d'abord d'éviter de contaminer les autres. Aujourd'hui, en réanimation, beaucoup de personnes contaminées de la cinquantaine ont été contaminées par des personnes plus jeunes de leur famille. Eh bien, j'aimerais pas être à la place de ces personnes, sachant que leurs parents sont en réanimation et luttent pour la vie. Effectivement, Pierre Chauvetelier, professeur Megarban, disait le personnel au contact des patients. Est-ce qu'on doit faire un distinguo entre les médecins, les infirmiers et de l'autre côté les aides-soignants qui sont souvent des personnels qui, je sais pas moi, apportent les repas, font l'entretien, etc. Est-ce que vous faites proches encore du patient que nous, les aides-soignants. Donc ça, en termes de rapprochement, de toute façon, à l'hôpital, à l'heure actuelle, en tout cas sur la PHP, tous les personnels qui travaillent à l'hôpital sont au contact sont compris comme, même la direction, si vous voulez, sont compris comme des gens qui sont obligés de se faire vacciner. Je rejoins les paroles du professeur, c'est-à-dire que je pense que c'est une minorité de soignants, on fait énormément de lumière là-dessus, mais c'est pas le vrai problème. Le vrai problème au niveau de la vaccination, c'est que, encore une fois, on est sur une pandémie, c'est un combat mondial et qu'on se bat en France. Je veux dire, hier, Pfizer et Moderna ont augmenté le prix des vaccins. C'est un crime contre l'humanité. Je veux dire, c'est que la majorité, plus de 80% de la population mondiale n'y a pas accès. Oui, c'est terrible. On peut continuer longtemps comme ça, mais c'est justifié et c'est couvert par notre gouvernement qui fait tout pour ne pas lever les brevets des vaccins. Tant qu'on continuera là-dessus, mais en fait, on en aura pour 20 ans de cette pandémie. Professeur Megarban, vous êtes aussi pessimiste que Pierre Chauvetelier sur la durée de cette épidémie. Vous pensez que vague après vague, on en a pour très longtemps ? Alors, on va dire, je suis assez optimiste sur la situation française, comme il l'a dit. Je crois que la vaccination actuelle, qui est d'ailleurs en augmentation, permettra d'éviter que les contaminations qui vont continuer à progresser se traduisent par des patients graves. Donc, je pense qu'on va assister à une petite vague parfaitement gérée par les services hospitaliers, malgré le manque de personnel. En tout cas, on l'espère tous. Maintenant, effectivement, au niveau mondial, c'est une autre chose. Évidemment, pour pouvoir vaincre le Covid, il faut absolument
absolument vacciner la totalité de la population. Oui, mettre à disposition de ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà, car évidemment, les personnes non vaccinées constituent un réservoir potentiel pour le virus qui peut circuler et donc, surtout, fait émerger les variants qui, bien sûr, de plus en plus risqueraient de devenir résistantes au vaccin et pourraient revenir en boomerang sur les pays occidentaux vaccinés. Donc, effectivement, la vaccination ne doit pas être réservée aux pays riches capables de payer le coût de la vaccination, mais bien être mondialisée. Beaucoup d'efforts sont faits en ce sens. J'espère que les laboratoires qui ont souhaité augmenter leurs tarifs pour les pays occidentalisés, en fait, ont une stratégie de pouvoir mettre à disposition gratuitement ces vaccins dans l'immense majorité des pays en voie de développement. C'est-à-dire faire payer les pays qui ont les moyens pour ceux qui n'ont pas les riches pour les pauvres. Que c'est bien la stratégie sous-jacente, je ne sais pas. Écoutez, ce côté Robin des Bois, moi ça me plaît bien, mais j'en doute un tout petit peu, professeur Megarban. Encore un mot. À travers vos propos, on comprend que la vaccination est la seule arme de destruction massive de ce virus, tant pour la population que pour les services hospitaliers. La seule à protéger en fait les services hospitaliers. Oui, tout à fait. On va dire, ce qu'il faut bien comprendre, l'objectif de la vaccination, c'est réduire massivement les formes graves de la maladie. En aucun cas, une vaccination n'a eu pour but de réduire massivement les contaminations. C'est réduire massivement les formes graves de la maladie, justement pour éviter la saturation des services hospitaliers. Et nous avons la chance d'avoir des vaccins plus efficace que quasiment tous les autres vaccins dont nous disposons. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il faut évidemment profiter de cette chance pour rapidement venir à bout de la maladie. On n'aurait pas eu les vaccins. Je vous laisse imaginer la situation catastrophique dans laquelle seraient tous les pays actuellement. Il y aurait une récession économique majeure comme jamais l'humanité n'en a connu. Donc, effectivement, il faut en profiter, se faire vacciner. Par la suite, évidemment, il y aura toujours une possibilité de contamination des personnes vaccinées, mais ceux-ci feront des formes soit asymptomatiques, soit mineures. Et donc, lorsque la population totale sera vaccinée, évidemment, on ne s'intéressera plus aux contaminations. Aujourd'hui, on s'intéresse aux personnes qui ont une grippe grave qui viennent à l'hôpital. En aucun cas, on s'intéresse, sauf pour des études épidémiologiques, à la circulation du virus grippal ou de tout autre virus sur le territoire. Ça sera que les cas hospitaliers qui intéresseront les autorités pour prendre des décisions. Merci, professeur Megarban. Un dernier mot, Pierre Schwab-Tellier. Je rappelle que vous êtes infirmier urgentiste en région parisienne. Ils vont tenir bon, vos collègues, quand même? On tiendra de toute façon, mais ça sera sur le poids des salariés. On tiendra, mais derrière, on sera nombreux à partir, je pense, derrière, si rien n'est fait, en tout cas. On pourra encore donc vous applaudir cet été, et avec une inégalité géographique, parce qu'il y a des régions, évidemment, des lieux de vacances qui seront beaucoup plus impactés. Encore, je ne parle que de la métropole, je ne parle pas dans les dom-toms. Mais la situation est encore pire dans les dom-toms. On en a parlé vendredi, c'est vrai que la situation est terrible. Mais on y reviendra évidemment sur nos routes de l'été, qui ne sont pas toujours roses, nos routes de l'été, même si en deuxième partie d'émission, on visitera le Périgord avec beaucoup de bonheur. Merci encore d'être venu nous voir. Merci professeur Megarban. Voilà, on va tenir bon, on serre les coudes et on pense à notre personnel hospitalier et on se vaccine si on veut les protéger eux aussi.